Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois-ci un petit peu particulière parce qu'on va parler de mon parcours, de ce que je fais actuellement. Et si vous avez un petit peu envie de faire des choses que j'ai faites, je vais vous expliquer un petit peu comment y parvenir et que surtout il ne faut surtout pas baisser les bras. Donc, alors, qu'est-ce que je fais actuellement? On va directement commencer par ça parce que je pense qu'au moins ça vous montrera tout de suite si vous avez envie de faire quelque chose à peu près similaire ou suivre un parcours similaire au mien. Alors, j'ai toujours rêvé de travailler dans l'écologie, la biologie, travailler sur les espèces, que ça soit animal, végétal ou quoi que ce soit. Du coup, là, mon métier en ce moment, c'est chargé de mission biodiversité. Donc, c'est-à-dire que c'est un métier, moi, qui va plus se jouer au niveau des énergies renouvelables. Donc, je vais aider les développeurs d'énergie renouvelable à impacter le moins possible la biodiversité. C'est-à-dire, ils vont avoir, par exemple, ils veulent implanter une éolienne ou un parc de panneaux photovoltaïques. Eh bien, ils vont avoir un certain impact sur la biodiversité et mon rôle, ça va être de limiter au maximum cet impact, ça va être de le comprendre, de voir ce qu'on peut faire pour empêcher cet impact, le compenser, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, toute la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Du coup, voilà. Donc moi, je travaille de manière un peu plus généraliste en biodiversité, en biologie, si vous préférez. Je ne suis pas vraiment bloqué dans une des branches du monde du vivant. Je ne suis pas expert en entomologie, je ne suis pas expert en ornithologie. Je suis un petit peu un semi-expert un peu partout, on va dire. Donc voilà, c'est un métier un peu plus général. Je sais qu'il y en a certains qui vont être experts en ornithologie, qui vont être experts en certaines choses. Et bien moi j'ai décidé au lieu de me focus sur une seule et unique branche, d'aller voir un petit peu tout, de voir ce qui me plaît, surtout que je suis encore jeune, hein, voilà, c'est ma première année de travail tout simplement. Du coup j'avais pas envie de m'enfermer directement dans une des spécialités et à la fin de faire que ça, même si forcément ça me passionne, certaines branches me passionnent plus que d'autres. Au moins j'aurai un petit peu tout, je serai plus généraliste mais j'aurai plus de cordes à mon arc. Donc normalement je serai plus taillé pour affronter les problèmes de la vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour ce que je fais actuellement. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce métier-là, je peux toujours vous faire une petite fiche comme je vais vous faire maintenant sur à quoi correspond ce travail, comment y accéder et un petit peu ce qui se passe en ce moment sur ce travail-là. Donc on va directement commencer par mes études. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui m'est arrivé en chemin? Parce que c'est vrai qu'au début, je vous disais dans certaines vidéos que je voulais absolument devenir myrmécologue ou au moins expert en entomologie. Donc qu'est-ce qui m'a fait un petit peu changer d'avis? Qu'est-ce qui a pu, dans mon parcours, me faire basculer dans un profil un peu plus généraliste? Donc tout simplement, j'ai fait une licence de biologie. Voilà, une biologie avec une spécialité biodiversité, d'évolution évolutive. Pas l'évolution qui est évolutive, mais plutôt une biodiversité qui est évolutive. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait ma licence à Versailles, pour ceux qui connaîtront, à l'UVSQ, avec du coup voilà, dans le parcours biologie, avec une spécialité biodiversité. Donc mes cours, ça ressemblait un petit peu à des cours de prépa en fait. C'était des cours surtout la première année assez généralistes. On avait exactement les mêmes cours qu'en médecine. Donc la première année, elle est assez soutenue, mais bon, si vous bossez un minimum, vous l'aurez sans souci, hein, c'est pas non plus infaisable, mais il faut bosser. Voilà, il y a beaucoup de connaissances, surtout en L1, parce que ça va vraiment être, ouais, comme je dis, très généraliste, il va y avoir de la physique, il va y avoir des maths, il va y avoir un peu de tout. Donc faut être un peu bon partout, pas forcément besoin d'être excellent quelque part, mais au moins ça vous montrera que c'est vraiment totalement différent que le lycée. C'est vraiment ça qui m'a choqué, c'est que je me suis rendu compte qu'au lycée, même les SVT, c'était vraiment du pipi de chat, quoi. On apprenait vraiment rien du tout. Au lycée, la SVT, c'est vraiment très 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 simplifié. Et c'est un petit peu cet L1 qui m'a fait ouvrir les yeux sur la complexité du monde du vivant et toutes les possibilités qu'on peut en faire et toutes les possibilités d'apprentissage qu'il y a là-dedans. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant pour ma première L1. Suite à ces L1, j'ai quand même décidé de rester dans cette branche parce que certains profs m'ont passionné, même si d'autres étaient un peu plus compliqués, on va dire, à vivre. Mais bon, ça c'est comme dans tous les établissements, c'est compliqué d'avoir 100% des professeurs qu'on apprécie. Mais je m'en suis pas trop mal sorti. Du coup, voilà, après ma L1,
Je suis passé en L2, toujours en spécialité biodiversité. Et là, cette fois-ci, il y avait quand même beaucoup moins d'autres matières, on va dire, générales à côté. Donc, c'est-à-dire, j'avais beaucoup moins de physique, voire quasi plus. J'avais beaucoup moins de maths. Et là, je rentrais vraiment dans la biodiversité. Donc, quand je dis biodiversité, en vrai, c'est un terme assez large et qui englobe beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être pas le terme le plus approprié. Mais on va dire que je commence à étudier la phylogénie des êtres vivants, c'est-à-dire l'arbre du vivant, je ne sais pas si vous voyez, avec les différentes divisions du monde du vivant. Donc voilà, ma formation s'est vraiment recentrée autour de ça en licence, c'est apprendre l'arbre du vivant par cœur. Par exemple, comment une algue se reproduit, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les caractéristiques de chaque algue différente, de chaque fougère différente, de chaque insecte différent. Par exemple, on allait en forêt récolter des insectes, puis on les mettait dans de l'éthanol. Puis 2 jours après, on avait une interro avec par exemple le professeur qui nous mettait 5 insectes dans une petite boîte et qui nous demandait de refaire tout leur arbre phylogénétique avec sur chaque point sur chaque coude, je sais plus comment ça se dit exactement, sur chaque clé, non, plutôt sur chaque coude de la phylogénétique, quelles sont les clés qui vont permettre de déterminer cette espèce, ce genre, ou etc., cette famille, ou voilà. Donc c'était assez compliqué parce que pour le coup, il faut vraiment tout savoir. Hein. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur, tu dois savoir qu'est-ce qui différencie un arthropode d'autre chose, qu'est-ce qui différencie ça et ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était assez éreintant et assez compliqué parce que l'arbre du vivant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez énorme. Mais ça m'a permis vraiment d'avoir des bases solides en biodiv et en identification des espèces aussi malgré tout. Même si c'était très généraliste, au moins je connaissais un peu de tout sur tout. Donc c'est vrai que moi cet aspect généraliste, je l'ai eu dès ma licence, je viens de me rendre compte. Et que peut-être que c'est ça qui m'a fait suivre mon projet et tout simplement la suite. Donc suite à cette L2, j'ai continué en L3 où là cette fois-ci c'était vraiment beaucoup plus centré sur de la biologie, de la biodiversité, où là vraiment je voyais comment se développer des cellules, comment se développer des virus, comment se développer des bactéries, comment le cycle de vie des algues, le cycle de vie des plantes, etc. Donc là c'était vraiment recentré autour de comment se développe cette biodiversité, comment elle fonctionne. J'avais de l'écologie des habitats, je commençais à avoir mes premiers cours d'écologie. Et là, je me suis rendu compte que l'écologie, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait bien. C'est-à-dire comment les espèces fonctionnent, comment leur cycle de vie, comment elles vont se développer dans l'habitat, comment l'habitat lui-même va évoluer en fonction de la présence d'espèces ou non. Voilà, donc ça, c'est vraiment tout cet aspect-là qui m'a vraiment plu. Et j'avoue que je me suis laissé assez emporter par ça. Et j'avais vraiment des bonnes notes en écologie, plus que dans d'autres matières. Bon, après, ça aussi, ça dépend des professeurs, parce que, bon, quand tu dois réciter par cœur plusieurs branches d'espèces, etc., t'arrives très facilement dans l'erreur. Et certains profs te sacent plus ou moins que d'autres. Mais bon, ça c'est partout en licence, voilà, encore une fois, je vous apprends rien. Pendant tout votre parcours, vous allez avoir des profs que vous aimez plus ou moins, et il faut faire avec, quoi. Faut laisser ça de côté, même si ça fout la haine. Même si on a envie de crier à la révolte quand on se prend des notes qui ne semblent pas justifiées. Faut faire avec et il faut avancer, et au bout d'un moment, de toute façon, le travail paiera dans tous les cas, que vous fassiez saquer ou non. À un moment ou un autre, tout ce que vous avez travaillé, même si ça vaut pour le professeur un 8, eh bien pour vous, plus tard, ça vaudra un 16 ou un 17, parce que ça vous aura permis d'apporter des connaissances que vous n'auriez pas pu apporter si vous n'avez pas travaillé cette matière-là. Donc voilà, c'est pour le petit point philosophique, mais voilà, du coup après cette licence, je me suis rendu compte que l'écologie me plaisait bien, me plaisait même beaucoup, et que j'avais envie de plus rentrer dans cette optique-là. Donc dans cette optique un peu généraliste. Je voulais pas m'enfermer dans une des branches en fait, parce que faut savoir que l'écologie aussi, surtout l'écologie scientifique, parce qu'à cette époque-là, pendant cette licence, je faisais surtout de l'écologie scientifique. Eh bien, c'est très bouché. Voilà, on va pas se le cacher, il y a très peu de métiers disponibles. Voilà, donc pour faire un doctorat, faut trouver un bon labo, faut trouver des financements.
Et même après ce doctorat, il faut faire 10 ans de postdoc, donc un bac plus, je sais pas combien, ça fait un bac plus 20 à la limite, bac plus 30. J'en connais à 35 ans, 36 ans, ils débutent leur premier travail, quoi. Avant, c'est que des stages, c'est que des postdocs, que des choses comme ça. Donc quand on parle des chirurgiens qui ont bac plus 11, etc., on oublie très souvent de parler de tous ces scientifiques dans certaines branches de l'écologie et des choses comme ça, de la biologie, qui sont aussi encore plus méritants, parce qu'ils vont accumuler énormément de connaissances pendant ces post-bac, etc., jusqu'à ce qu'ils aient assez d'expérience pour se faire embaucher dans un laboratoire. Donc ça, c'est aussi vraiment à prendre en compte, que la branche recherche pour tout ce qui est écologie, biologie, il faut la réserver aux personnes extrêmement motivées et extrêmement passionnées qui n'ont pas besoin de travailler dès leurs 22, 23, 24 ans et que du coup derrière ont des moyens financiers un peu plus élevés que la moyenne, forcément. Parce que bon, si vous faites 10 ans de postdoc, vous allez être malgré tout payé, hein, vous allez avoir un peu moins du SMIC, enfin ça va dépendre, quoi. Vous allez avoir une paye de stage un peu meilleure qu'un stage conventionnel, mais vous allez clairement pas être payé 2000 € par mois, quoi, et même pas 1000 €, 1500 €, c'est très rare. Vous allez être payé plus 800, 900 € par mois. Et encore. Donc voilà, vous allez avoir différentes bourses ou quelque chose comme ça, mais faut vraiment faut vraiment se rendre compte que la vie de postdoc et la vie de doctorant n'est vraiment pas simple. Du coup, désolé de vous avoir démotivé, mais je vais en venir parce que ça me permet d'ouvrir aussi sur pourquoi j'ai fait mes choix, etc. Donc à la fin de cette L3, j'ai fait un petit stage avec mon oncle qui travaille, j'ai de la chance, qui est biologiste, lui, végétaux, qui travaillait sur les plantes en ville. Et du coup, j'ai pu faire un petit stage avec lui sur les pollinisateurs et les plantes en ville, avec du comptage d'insectes pollinisateurs sur les plantes, un petit peu d'écologie des plantes, et choses comme ça. Donc c'était parfait. Moi, ça me donnait un bagage en plus dans ma licence que je n'avais pas et que je trouve extrêmement important. Et là, je vais vous donner le conseil qui vaut 1 million d'euros, mais vraiment, faites pendant votre licence le plus de stages possible. Mais vraiment. Limite à ce que vous ayez 12 de moyenne, 10 de moyenne, on s'en fout. Les stages vont 10 fois plus, 1000 fois plus compter dans la balance que vos notes. Mais vraiment, je ne rigole pas, c'est une réalité assez incroyable. Mais j'ai des amis qui avaient 16 de moyenne en licence, ils ne sont pris dans aucun master ou dans des masters sous-cotés. Pas sous-cotés, mais avec une cote basse, plutôt avec un classement bas, parce qu'ils n'avaient pas de stage en licence, ils n'avaient pas d'expérience. Les professeurs de master préfèrent largement quelqu'un qui va être investi dans ses stages, qui va faire des stages, qui va montrer qu'il est intéressé par le métier, que quelqu'un qui a 16 de moyenne. Je vous le dis tout de suite. Donc pour les personnes qui ont des moyennes un peu basses et qui ont un peu peur pour leur master, vous pouvez tout de suite tout rattraper en faisant des stages. N'hésitez pas, demandez à tous les labos des petits stages, demandez à votre fac, demandez à votre fac, demandez à vos professeurs. Vraiment, stage, faites-en le plus que vous pouvez. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Limite, ne faites pas de petits jobs cet été et trouvez-vous un stage. Voilà, c'est limite ça. Franchement, je vous conseille largement mieux si vous voulez vraiment un bon master. Après, pour les personnes qui ont d'autres choses en tête, où le classement est moins compliqué, où les professeurs regardent moins le dossier, je vous conseille enfin, le conseil ne s'applique pas à vous, mais malgré tout, pour les personnes qui cherchent un bon master, eh bien, va falloir passer par des stages. Et c'est intéressant aussi parce que ça va vous permettre de montrer quelques parties du métier que vous n'aurez pu ne pas connaître ou autre, quoi, tout simplement. D'autres parts du métier que vous aurez peut-être une révélation tout simplement sur certains stages. Voilà. Pour continuer du coup, moi j'ai postulé à 5 masters différents, je crois, toujours en écologie. J'ai regardé un petit peu les classements. Référencez-vous aussi au classement des universités. Ceux qui disent que le classement des universités ne vaut rien en France, c'est complètement faux. Là je vois dans les grandes entreprises où je travaille dans une grande entreprise, toutes les grandes entreprises, la première chose qu'ils regardent, c'est d'où vient votre diplôme. S'il ne vient pas d'une grande université, très souvent votre CV n'est même pas lu. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, faites toujours en sorte d'aller
dans un master d'une université qui est très bien cotée. Pas de panique, hein, si vous êtes actuellement dans un master d'une université qui est moins cotée, etc. Limite essayez de passer en M2 dans une meilleure université, ou après faites plus de stages faites des bons stages, faites des stages vraiment spécifiques dans ce que vous voulez travailler. Ça vous demandera forcément plus de travail, mais vous pourrez largement malgré tout quand même vous en sortir, hein. Je dis pas ça en mode c'est rédhibitoire, mais je dis juste que ça aide énormément d'avoir une université qui est cotée. Donc moi du coup j'ai postulé forcément à des universités qui étaient cotées, hein. Par exemple Paris-Sorbonne, Montpellier, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une autre université à Paris, il y avait le Muséum d'histoire naturelle, il y avait Orsay, des choses comme ça. Et du coup j'ai postulé plus précisément dans le master écologie... dans quel master j'ai postulé? Bah tiens, j'ai un gros trou de mémoire. Master EBE, voilà, écologie, biodiversité, évolution, je me souviens même plus de mon master, je sens que ça fait juste 1 an, pour vous dire à quel point ça m'a bouleversé. Non, mais plus sérieusement, mon master il s'appelait écologie, c'est EBE, écologie, biodiversité et évolution, et j'avais pris comme spécialité écologie évolutive et fonctionnelle. Donc j'avais pris, c'est la spécialité, on va dire, plus laboratoire, plus recherche que l'autre spécialité, qui était un truc comme ingénierie écologique ou je ne sais plus quoi. En tout cas, une spécialité qui est dite plus professionnalisante. Donc je vais y revenir aussi à ce master-là, à cette spécialité-là. Donc on fait tous partie du même master, hein. Le M1 de toute façon il est commun aux deux spécialités, il n'y a aucune différence. Et c'est partout pareil, normalement dans quasi toutes les facs, le M1 est commun à toutes les spécialités. À part une ou deux limite matières, mais même pas, franchement, moi j'ai même pas souvenir qu'on avait des matières différentes. Donc à ce moment-là, voilà, rentré en M1, du coup moi je suis pris à Sorbonne Université, donc je suis super content et on m'a clairement dit que je suis rentré pour mes stages, heureusement, parce que c'était pas une note, j'avais une moyenne de 12, donc pour vous dire que j'avais vraiment une moyenne pas tip top hein, pour une licence. Mais c'est mes stages qui ont fait la différence, ils ont vu que j'avais des stages, du coup ils ont fait, bon bah voilà, hein, t'es quelqu'un qui a envie de travailler là-dedans, ça se voit, t'as fait tes stages, donc t'as envie d'être dedans, donc voilà, on va te donner ta chance et on va voir ce que ça donne. Donc super content et tout, je commence ce master et là je me rends compte qu'encore une fois, il y a encore un énorme précipice, un énorme fossé entre la licence et le master. Mais vraiment, c'est titanesque encore, hein. La différence de travail qu'on nous demande en M1 et licence, c'est incroyable. Le master est beaucoup plus compliqué que la licence. Préparez-vous. Vraiment, dès les premiers jours, soyez à fond dans votre master. Ne vous laissez pas distraire par les nouveaux potes, les nouvelles choses comme ça. Même si ça fait partie du master, même si ça fait partie de la fac, les soirées, les choses comme ça. Vous inquiétez pas, j'en ai fait beaucoup. Je ne devrais pas le dire, mais non, en vrai, en début d'année, oui, mais dès les 2-3 mois suivants, il n'y avait plus aucune soirée, en fait. Tout le monde était tellement stressé, tout le monde bossait tellement que pendant 5-6 mois après, il y avait une soirée par mois, quoi, grand max. Donc voilà, pour vous dire que préparez-vous mentalement et physiquement à douiller un peu, douiller beaucoup même en M1. Et voilà, là, à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans la vraie écologie. J'ai fait de l'écologie... comment ils appelaient ça? La matière, elle s'appelait phobie. C'est de l'écologie un petit peu générale. Donc pour vous dire, avec de la... Comment ça s'appelle? Mince. La philosophie des sciences. Donc ça, c'était super intéressant. Bon, franchement, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Les cours sont longs, forcément, parce que c'est du 8 heures par semaine, même plus, du 12 heures par semaine, je crois, je m'en souviens plus. Mais c'était intéressant parce que ça explique comment s'est développée l'écologie de A à Z, des premières de Aristote à maintenant, à Darwin, enfin bref, on repasse toutes les personnes qui ont pu influencer la philosophie des sciences. On passe aussi par les grands mathématiciens qui expliquent un peu leur point de vue, comment ils voient les sciences, comment détailler les sciences, comment elles évoluent, comment apprendre de soi-même et apprendre des sciences, en fait, tout simplement, pour éviter de refaire des erreurs, par exemple, quand on fait des expériences ou autres,
en fait, cette base de philosophie des sciences, elle permet de connaître pas mal de choses différentes, quoi. Donc je vais m'arrêter là du coup pour cette première partie de la vidéo, parce qu'elle est trop longue déjà, je viens de m'en rendre compte. Je pourrais pas me sortir un épisode de 40 minutes. Donc au moins ça vous fait un petit cliffhanger. Voilà, quelles autres matières je vais travailler en M2, en master, qu'est-ce qui va passer par la suite. Donc normalement je le fais en 2 épisodes, max 3, mais je pense pas 3, ça ferait vraiment trop long. Donc déjà voilà, en 2 petits épisodes, au moins ça me donne envie de voir la suite, et je vous reprends très rapidement pour la suite de cet épisode de comment j'en suis arrivé là. Tout simplement. Allez, ciao tout le monde.